Monsieur Saïd Ayachi, bonjour. Ça va rire. Alors, le redéploiement diplomatique de l'Algérie au profit de la paix dans le monde et le règlement de la question palestinienne et sahraoui, convergence de points de vue avec ses partenaires, réitérée encore une fois lors de la dernière tournée du président de la République. Il a conduit au Qatar, puis en Chine et en Turquie. Monsieur Saïd Ayachi. Je suis de ceux qui pensent que la tournée, par ailleurs, réussie, tout le monde s'accorde sur ce point, du président de la République, Abdelmajid Tebboune, est une tournée diplomatico-économique. Et donc, du point de vue diplomatique, effectivement, avec ses différents interlocuteurs, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la Russie, de la Chine, du Qatar, de la Turquie, rien que des poids lourds, la convergence de vues sur les principaux points internationaux a été quasiment totale. Et sur les points que vous évoquez, en ce qui concerne donc l'autodétermination des peuples, en ce qui concerne la fin des entreprises de colonisation criminelle ici et là, le président Tebboune a trouvé une oreille attentive et a trouvé un accord sérieux pour trouver une issue juste et durable, permanente à ces crises qui sont dans le monde. Alors, une tournée jalonnée par un franc succès, c'est votre déclaration à l'instant, Monsieur Saïd Ayachi, sur le plan à la fois des questions géopolitiques, politiques et économiques, puisque la Chine va investir pas moins de 36 milliards de dollars dans notre pays. L'Algérie est en train de s'inscrire pleinement dans le nouvel ordre mondial qui s'annonce déjà, Monsieur Saïd Ayachi. Je crois qu'il faut rendre justice au président Tebboune pour cette offensive économique à travers le monde. Nous n'avons pas vu cela depuis très longtemps. Donc, cette stratégie du président Tebboune sur le plan économique s'inscrit dans la droite ligne de la défense des intérêts de l'Algérie. Et nous savons compter maintenant et nous savons que les relations internationales sont d'abord une défense des intérêts des différents pays. Et l'Algérie, qui a des atouts appréciables, qui a un potentiel reconnu, donc se présente maintenant devant des partenaires stratégiques pour pouvoir construire une coopération gagnant-gagnant, une complémentarité économique entre les pays concernés et surtout travailler, cela a été à maintes fois réitéré par le président Tebboune, obtenir un réel transfert de technologie. Malheureusement, ce transfert de technologie que nous avons demandé à l'Occident depuis 55 ans, qui n'est jamais venu, mais il est en train de se réaliser avec d'autres partenaires maintenant qui ne sont plus en Occident. On change de fusil d'épaule. On change de fusil d'épaule, mais surtout, il est tout à fait naturel, d'ailleurs, c'est dans l'ordre des choses, d'aller vers ceux qui vous accueillent à bras ouverts et non pas ceux qui vous confinent à la marge des événements du monde et de la science et de la technologie. Et donc, par conséquent, c'est le courage politique du président Tebboune de dire effectivement, nous sommes libres et nous allons là où sont nos intérêts. Nous sommes comme tout le monde, nous savons défendre les intérêts de notre pays et de toute évidence, l'approche actuelle de notre État, de notre président, de notre gouvernement est une approche très constructive, très positive. Alors, l'Algérie affiche la couleur déjà affirmée antérieurement par rapport à son mandat en tant que pays non permanent au niveau du Conseil de sécurité, bien sûr convergence de vues, également avec le partenaire chinois pour le règlement des questions. La médiation, c'est le point fort de l'Algérie aujourd'hui, Monsieur Saïd Ayachi, sur le plan diplomatique, puisque par le passé, il y a des exemples concrets de réussite dans la médiation à travers le monde. Oui, et le règlement des conflits. L'élection de l'Algérie pour 2024-2025 comme membre non permanent du Conseil de sécurité est bien sûr un honneur et une reconnaissance du statut de l'Algérie dans la communauté internationale, mais c'est aussi une grande responsabilité. Et l'Algérie n'a pas l'habitude de se dérober à ses responsabilités. Elle va l'assumer pleinement, entièrement et conformément
à ces références, qu'elles soient historiques ou qu'elles soient révolutionnaires. Et par conséquent, nous allons d'abord défendre ce qui est abject, ce qui est au XXIe siècle non acceptable, c'est-à-dire l'occupation et le colonialisme. Et donc l'Algérie va se battre au sein du Conseil de sécurité, avec d'autres membres d'ailleurs qui partagent ces points de vue, à émanciper les derniers peuples colonisés de la terre que sont les peuples palestiniens et les peuples sahraouis. D'une part. D'autre part, bien sûr, l'Algérie va travailler aussi pour le rééquilibrage des relations internationales au sein du Conseil de sécurité, qui est le sein des seins de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi pour pouvoir trouver probablement, à travers une recherche appropriée, une nouvelle configuration des relations internationales, qu'elles soient à l'intérieur de l'ONU ou hors de l'ONU, mais en tout cas, ceci pour travailler pour un monde plus juste, un monde plus équilibré, un monde de paix. Et l'Algérie, rappelons-le, a été toujours exportatrice de paix dans le monde, puisqu'elle s'est impliquée à la demande des pays concernés pour une médiation de bons offices dans plusieurs conflits, qu'elle a réussi à promouvoir vers une issue heureuse. Et par conséquent, l'Algérie ne va pas se dédire, elle va continuer dans cette voie-là. Alors, cette nouvelle reconfiguration du monde nécessite aujourd'hui une refonte des instances internationales irrémédiablement, M. Saïd Ayyachi, puisqu'on a vu pour le règlement de certains conflits, c'est un chèque cuisant pour les instances internationales, en premier l'ONU. C'est très clair, et encore une fois, l'Algérie, depuis maintenant plus de 2 ans, appelle à cette reconfiguration des relations internationales. Le président Tebboune s'inscrit dans la droite ligne du président Boumedienne et son fameux discours de 1974 devant l'Assemblée générale de l'ONU, lorsque le président Boumedienne a dénoncé un système, un ordre mondial injuste parce que construit sans les peuples du Sud. Et le président Boumedienne à l'époque a déjà appelé à reconfigurer l'ordre international pour pouvoir laisser les peuples du Sud accéder à plus de responsabilités, à plus de justice et à plus de prospérité. C'est dans cette optique que le président Tebboune développe son idée. Donc il est dans la droite ligne de la diplomatie algérienne. Et par conséquent, cette nouvelle configuration que l'écrasante majorité de la communauté internationale appelle de ses voeux, cette nouvelle configuration va permettre à des pays d'accéder à plus de prospérité économique, à plus de justice sociale et à plus d'équilibre dans les relations internationales, à plus de respect mutuel partagé entre les États. Alors, sur le déploiement diplomatique et le retour en force sur la scène internationale de l'Algérie, agite également M. Saïd Ayyachi, il faut dire les choses comme elles sont, ses détracteurs, El Makhzen et l'entité sioniste, qui renforcent leur alliance contre nature malgré le rejet de la population marocaine, la reconnaissance des sionistes sur, bien sûr, la marocanité du Sahara occidental. Est-ce que c'était prévisible par rapport au fil, bien sûr, des événements? J'allais dire, elle était plus que prévisible, elle était attendue, elle est même en retard. Sans surprise. Sans aucune surprise. Il faut dire aussi que cette nouvelle offensive politico-économique d'Algérie, qui est une vision donc juste et réaliste des choses, objectives, dérange non seulement le Makhzen et ses soutiens et complices, mais elle dérange aussi une partie de l'Occident, parce qu'ils avaient l'habitude de croire que l'Algérie est une chasse gardée et qu'ils pouvaient, j'allais dire, la gérer selon leurs convenances. Aujourd'hui, l'Algérie a montré, bien qu'elle soit indépendante depuis 1962, l'Algérie s'est émancipée de cette tutelle, entre guillemets, que les uns et les autres voulaient absolument nous imposer. L'Algérie a retrouvé maintenant, sans aucune fausse pudeur, sa liberté d'action, ses accointances, et cela ne plaît pas, bien sûr, d'abord, si l'on parle du Makhzen et de son allié criminel, l'entité sioniste, bien sûr, cela ne leur plaît pas, et il faut s'attendre maintenant, évidemment, que ce duo infernal vienne, d'une certaine façon, gêner cette avancée de l'Algérie vers un développement économique. Et par conséquent, il faut s'attendre aujourd'hui que le Makhzen, encore une fois, comme il l'a fait pendant l'été 2021, qu'il puisse développer des entreprises de déstabilisation interne afin de pouvoir occuper le pouvoir algérien
pour faire face à ces situations qui menacent l'unité, qui pourraient menacer l'unité nationale, mais bien sûr, elles ne le feront pas. Mais la vigilance est de mise, le front intérieur doit être réel, construit et opérationnel. Et par conséquent, nous restons sur nos gardes. Nous savons qu'il y a des pays qui ne nous veulent pas du bien, mais nous savons aussi comment les contrer et annihiler toute tentative de vouloir toucher à l'intégrité territoriale ou à l'unité nationale. Alors, la reconnaissance de la marocanité du Makhzen sur, bien sûr, le territoire sahraoui par l'entité sioniste, ça sera sans incident sur le déroulement de ce dossier ou le traitement de ce dossier, M. Saïd Ayeshi? Je crois qu'on a eu déjà une reconnaissance, j'allais dire, qui pèserait relativement beaucoup plus lourd que la reconnaissance de l'entité sioniste. C'est celle de Donald Trump quand il a pris en 2020, à la fin de 2020, le décret scélérat de reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté, au nom des États-Unis en tout cas, de la souveraineté marocaine sur l'océan occidental. Cet acte de reconnaissance est une violation du droit international. Les frontières internationalement reconnues du Maroc sont connues de tout le monde et ses limites à Oued Noun, au sud du territoire marocain. Et si l'on se réfère aux différents jugements des enceintes juridiques internationales comme la CIG, la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour internationale de justice ou même le Conseil juridique des Nations unies, le territoire du Sahara occidental et les territoires marocains sont deux territoires distincts et tout à fait séparés. Par conséquent, ce n'est pas un décret qui est pris par un État quelconque qui pourrait changer la donne sur le plan juridique et du plan international. Ce qu'espère le Makhzen, c'est un peu la parodie des ouvertures de consulats, c'est ces reconnaissances qui viendraient d'une certaine façon imposer la présence du Maroc de façon de fait, d'une situation de fait au Sahara occidental, il lui reconnaître j'allais dire, la légitimité de sa présence. Cela ne peut pas se faire puisque d'un autre côté, nous savons que lorsque Trump a fait son décret, l'administration Biden qui lui a succédé a tout de suite saisi le secrétaire général de l'ONU, d'abord pour lui demander de nommer immédiatement un envoyé personnel sur le dossier du Sahara occidental, ce qui est donc, j'allais dire, la relance du dossier lui-même. C'est comme ça que M. de Mistura est arrivé. Et puis surtout, elle a demandé au secrétaire général de redynamiser le processus politique en ce qui concerne le dossier du Sahara occidental. Alors, mais quelles sont les visées de l'entité sioniste aujourd'hui, M. Saïd Ayeshi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté? Est-ce que c'est vouloir aujourd'hui agiter l'adhésion de l'Algérie en tant que membre non permanent au niveau du Conseil de sécurité pour les 2 prochaines années? Je crois que c'est plus basique que ça. L'entité sioniste cherche d'abord à, d'une certaine façon, faire plier l'Algérie. Par rapport à ses positions constantes vis-à-vis du dossier palestinien. Par rapport aux positions dont on parlait tout à l'heure, qui sont l'alpha et l'oméga de la diplomatie algérienne, c'est-à-dire s'occuper à toute forme de colonisation ou d'occupation. Rappelons que l'Algérie, quand même, a toujours été un soutien ferme et constant de la révolution palestinienne. Et je n'en veux pour preuve que lorsque le président Tebboune a réuni les factions palestiniennes pour construire la réconciliation après 15 ans de brouille inter-palestinienne, et cela ne plaît pas au Makhzen, à l'entité sioniste, qui, lui, espère que les factions palestiniennes restent divisées, bien entendu. Donc, pour l'entité sioniste, l'Algérie l'empêcheur de tourner en rond. C'est celui qui vient contrarier ses plans. Et les plans de l'entité sioniste, c'est de fractionner le monde arabe, c'est de fractionner les États arabes, les uns par cette normalisation, les autres en leur faisant la guerre. L'Algérie maintenant, qui n'a pas de frontière avec l'État sioniste, mais il faut la faire plier, il faut d'une certaine façon arriver à faire diminuer de son audience et de son aura sur le plan international pour qu'elle ne puisse pas d'une certaine façon dénoncer les plans criminels de l'antisionisme, comme cela a été, comme Israël a essayé de le faire
en postulant comme membre observateur à l'Union africaine, et c'est l'Algérie avec l'Afrique du Sud qui s'est opposée à cette entreprise et qui l'a fait échouer. Et par conséquent, Israël a un objectif, c'est que l'Algérie est désignée probablement sur ses tablettes comme étant le pays qui peut lui causer le plus de tort sur le plan international et sur le plan de la mobilisation palestinienne. Et de ce fait, il faut créer des ennuis à l'Algérie. Et bien sûr, l'Algérie qui soutient aussi la Palestine pour devenir le 194e État membre de l'ONU. C'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook, invité de la rédaction. Monsieur Saïd Ayeshi, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. À tout de suite. Alors l'Algérie, monsieur Saïd Ayeshi, qui aujourd'hui soutient l'adhésion de la Palestine en tant que 194e pays aux Nations Unies, c'est ce qui agite également Israël, monsieur Saïd Ayeshi. C'est un élément de plus qui fait enrager l'antisionisme, bien sûr. Il y a eu convergence de vues avec, bien sûr, le partenaire chinois. Alors, la Palestine, demain, membre de l'ONU, va trouver encore une tribune plus large et des canaux de communication encore plus ouverts pour défendre, si tant il en est besoin, sa cause auprès des membres de la communauté internationale. Et bien entendu, cela va gêner la politique israélienne faite de mensonges, de confusion et d'amalgame sur l'occupation israélienne en territoire palestinien. Bien sûr, cela sera défendu par l'Algérie, ça l'est déjà. Au sein du Conseil de sécurité quand l'Algérie accédera en 2024-2025. Mais l'Algérie, on a déjà discuté avec ses principaux partenaires et très récemment encore, le président Tebboune a trouvé un accord total sur la question avec son homologue chinois Xi Jinping. Alors, et sur la question du Sahara occidental également, M. Saïd Ayeshi, puisque nous avons dit et déclaré que l'Algérie va œuvrer en faveur de la paix dans le monde, c'est des dossiers prioritaires. La question sahraoui doit être réglée impérativement aujourd'hui par les Africains. Conflit africain, règlement africain. Bien sûr, d'abord, quand on aborde la question de ce point de vue, le dossier africain doit être réglé par les Africains, c'est au niveau de l'Union africaine que cela doit se discuter, et je crois que l'Algérie, toujours par l'intermédiaire du président Tebboune, avait déjà lancé l'opération en mars 2021, lorsqu'il avait convoqué au niveau de ses homologues africains le Conseil Pays-Sécurité pour discuter de la question. Il en est ressorti des décisions qui étaient, et le président Tebboune a insisté dessus, que les décisions soient concrètes et applicables sur le terrain. Elles étaient concrètes, elles ne sont pas appliquées encore sur le terrain parce que je crois qu'après le sommet de Nouakchott, quelque part l'Union africaine est quelque peu handicapée dans la mise en œuvre de ces décisions. Mais de l'autre côté, au sein des Nations Unies, l'Algérie qui, elle, travaille, comme on l'a dit, pour la résolution des conflits selon le droit international, va défendre ce point de vue au sein du Conseil de sécurité et se fera fort de faire respecter le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, comme cela d'ailleurs est indiqué dans chaque résolution du Conseil de sécurité chaque année lorsque le Conseil de sécurité aborde la question sahraoui, puisqu'il reconnaît au peuple sahraoui le bénéfice d'un référendum d'autodétermination. Le problème, c'est de fixer sa date de réalisation, et c'est là et du ressort de l'envoyé personnel des Nations Unies, M. de Mistura, qui doit dynamiser les négociations entre les deux parties que sont le Front Polisario et le Royaume du Maroc. Mais pourquoi ce dossier n'avance pas au rythme souhaité au niveau des Nations Unies, M. Saïd Ayeshi? Est-ce qu'on peut considérer que le lobby sioniste est en train de peser lourdement sur le traitement de ce dossier? Probablement, il n'y a aucun doute là-dessus que le lobby sioniste depuis longtemps, puisque c'est un complice avéré du Marzen sur la question. Mais il n'y a pas que le lobby sioniste, parce qu'il est maintenant clairement établi qu'un membre permanent du Conseil de sécurité, en l'occurrence la France, gêne l'évolution du dossier. Et puis, il n'y a pas cette volonté importante des autres membres du Conseil de sécurité, en l'occurrence
la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, de peser tout leur poids pour faire respecter le droit international. Parce qu'il s'agit bien de ça. Il s'agit de faire respecter le droit international qui est totalement clair en ce qui concerne le problème sahraoui, c'est que le peuple sahraoui a le droit de bénéficier d'un référendum de détermination tel que le stipule la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation. Et donc, ce sont les premiers responsables du Conseil de sécurité, que sont les membres permanents, qui, d'une certaine façon, ne pèsent pas de tout leur poids pour que ce référendum ait lieu. Et c'est là que, quelque part, il faudra dénoncer le travail de la France au sein du Conseil de sécurité, qui chaque fois édulcore les résolutions du Conseil de sécurité. Et il faut regretter que les États-Unis d'Amérique, qui sont une puissance de premier plan sur le plan international et qui ont une responsabilité avérée en ce qui concerne les affaires de la planète, ne pèsent pas de tout leur poids pour faire aboutir ces résolutions du Conseil de sécurité. Mais est-ce que les choses risquent de changer à l'avenir au vu des derniers développements, notamment les élections législatives en Espagne, Monsieur Saïd Ayachi? Alors, pour ce qui est de l'Espagne, d'abord, il faut se réjouir de la défaite de Pedro Sánchez, même si la mathématique électorale n'a pas encore dit son dernier mot. Mais M. Pedro Sánchez a bien perdu la première manche et évidemment, nous l'espérons qu'il perdra la seconde, c'est-à-dire ne pas accéder par une alliance avec les indépendantistes catalans à survivre comme président du Conseil espagnol. Pedro Sánchez a d'une certaine façon trahi, pour la seconde fois d'ailleurs, le peuple sahraoui, mais il a surtout touché aux intérêts de l'Espagne, des intérêts conséquents. Je ne prends exemple que ceux de l'Algérie. Pedro Sánchez a d'une certaine façon abîmé des relations exemplaires qui existaient entre l'Espagne et l'Algérie. Il existait un partenariat stratégique, j'allais dire en devenir, entre l'Espagne et l'Algérie, qui était promoteur. Il y avait un traité d'amitié qui datait de 2002 déjà, entre l'Espagne et l'Algérie, et Pedro Sánchez, par une volte-face jusqu'à aujourd'hui injustifiée, mais que nous avons réussi à décrypter, c'est-à-dire cette opération de chantage du Marzen sur Pedro Sánchez, cela est connu maintenant de façon publique. Pedro Sánchez a hypothéqué ces relations de l'Espagne avec l'Algérie. Sur le plan international, bien sûr, l'Espagne s'est trouvée handicapée dans ses relations économiques avec un partenaire important de la Méditerranée occidentale. Et bien sûr, sur le plan international, l'Espagne, qui avait des responsabilités historiques dans le dossier sahraoui, s'est trouvée en porte-à-faux pour la recherche d'une solution juste et durable du conflit du Sahara occidental. Mais est-ce que ces nouvelles donnes vont peser sur l'échiquier politique actuel par rapport à la question du Sahara occidental, M. Saïd Ayachi? C'est quasi certain, c'est quasi certain. Le leader du Parti populaire, en l'occurrence Alberto Fierro, a déclaré publiquement que il renouerait le contact avec l'Algérie. S'il arrivait à accéder à la présidence du gouvernement espagnol, l'une des premières choses qu'il verrait, c'est d'abord rééquilibrer la position de l'Espagne sur le conflit du Sahara occidental, c'est-à-dire revenir à sa position antérieure, une position de neutralité positive, mais conforme au droit international. C'est ça qui est important, et surtout ne pas ignorer ses responsabilités historiques de l'Espagne en la matière, et puis, bien entendu, revoir les relations avec l'Algérie, reconstruire ces relations importantes pour l'économie espagnole, importantes pour la région aussi. Et ce qui intéresse l'Algérie, outre ses retombées économiques, c'est surtout garantir la paix, la sécurité, la stabilité dans la région, c'est-à-dire cela en n'encourageant pas le régime marocain à être un fauteur de troubles et à menacer justement cette stabilité régionale. C'est un désaveu pour le Marzen. Tout à fait, bien sûr. Le Marzen a beaucoup travaillé pour maintenir Pedro Sánchez à la tête du gouvernement espagnol.
Il a échoué clairement. Il a échoué devant la volonté d'abord des électeurs espagnols. Il a échoué devant la classe politique espagnole qui dénonçait très clairement les accointances de Pedro Sánchez avec le Marzen, qui était tout à fait injustifié, tout à fait incompréhensible, en tout cas inacceptable pour la classe politique espagnole, puisqu'on a découvert que M. Pedro Sánchez faisait l'objet d'un chantage de la part du régime marocain. Et bien sûr, c'est un échec vis-à-vis de la population également marocaine qui souffre énormément des questions sociales. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important et cette déclaration aussi qui tonne, comme bien sûr la trajectoire qui doit être aujourd'hui suivie à l'avenir et tracée par l'Algérie. L'Algérie est une puissance régionale et déterminée à le devenir. C'est la déclaration à la fois du président de la République et celle, bien sûr, du chef suprême, chef d'état-major, M. Saïd Chengriha, pas plus tard qu'hier, qui salue aujourd'hui les efforts de l'Algérie pour l'inscrire dans la voie de l'émergence. C'est important dans le contexte actuel où bien sûr toutes les cartes au niveau international sont en train de se recomposer. Se reconstituer. Si l'on prend en considération les déclarations du chef de l'État et du chef de l'État-major, aujourd'hui maintenant on se demande pourquoi tout ce retard de l'appareil politique algérien et de ses premiers responsables pour entreprendre une telle offensive diplomatico-économique pour replacer l'Algérie dans les premières places du concert des nations. C'est ça qui est très important. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Et donc, aujourd'hui, l'Algérie, qui a un énorme potentiel économique, qui a des références diplomatiques et politiques très importantes, reconnues à travers le monde, qui est adossée à une révolution exemplaire de l'humanité, qu'a connue l'humanité, l'Algérie qui a une tradition d'exportation de la paix, et qui prône la résolution des conflits par le dialogue, l'Algérie qui a donc tous ces atouts, tous ces critères, se devait d'être dans le peloton de tête de la communauté internationale. Cela n'a pas été le cas pendant plus de 25 ans et donc par conséquent aujourd'hui, le président Tebboune et toutes les institutions de l'État qui l'accompagnent, avec la société civile, avec l'université, avec les partis politiques. Tout le monde travaille pour que l'Algérie rattrape ce retard et puisse se replacer justement à l'une des premières places qui lui reviennent de droit. Et je crois que justement cette tournée magnifique qu'a réussi le président Tebboune est réussie à tous les points de vue, puisqu'il a vu des partenaires qui comptent sur le plan international et qui vont travailler, qui sont tous d'accord pour travailler sur une reconfiguration d'abord des partenariats bilatéraux, en l'occurrence l'Algérie avec chacun de ces pays, mais aussi dans un autre groupe qui s'appelle les BRICS, et nous espérons que l'Algérie en fera partie très prochainement, et par conséquent c'est un autre périmètre d'approche économique et politique pour rééquilibrer les relations internationales. Et puis tout le monde parle de ce bouleversement dans les relations internationales après la fin de la crise qui s'y vit en Ukraine, après ce qui se passe en Ukraine, où justement l'ONU doit céder, doit soit se réformer, soit céder parmi ses prérogatives à d'autres institutions internationales multilatérales qui se trouveront ailleurs. Et l'Algérie, évidemment, ne l'oublions pas, a été le pays qui a gardé vivant, vivace, vital, le mouvement des non-alignés qui aujourd'hui revient encore en force avec des idées justes, avec des idées généreuses, avec des idées d'équilibre et qui demain peut être une référence en la matière. Mais justement, par rapport à la Banque du BRICS, nous allons injecter l'équivalent de 1,5 milliard de dollars. C'est une reconnaissance de l'échec, bien sûr, des banques du Bretton Woods, comme par exemple la Banque mondiale et le FMI, qui n'ont pas su assurer un équilibre et un réajustement financier à travers le monde, de telle sorte à accéder au financement pour le développement des États en développement, Monsieur Saïd Aiyachi. Je crois que sans paraître excessif, de toute façon, nous allons revenir à ce que nous avons dit au début de l'émission. Le système de Bretton Woods a été construit par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Après 1945. Il n'a pas été conçu
pour rendre service à des pays qui d'ailleurs dans le temps étaient déjà colonisés, et donc qu'on dilapidait, qu'on spoliait de leurs ressources, mais qui a été construit pour servir les intérêts des vainqueurs. Et avec cette arrière-pensée d'injustice et de déséquilibre, le système de Bretton Woods n'a fait que se développer dans le déséquilibre et l'injustice. Et c'est ainsi que nous avons vu comment la Banque mondiale ou le FMI mettent à genoux des pays à qui ils prêtent de l'argent avec des taux, bien sûr, tout à fait abusifs, mais surtout avec les systèmes de la dette où les pays ne s'en sortent pas. En contractant cette dette vis-à-vis de ces institutions monétaires internationales. Et par conséquent, il faut sortir de ce cercle vicieux qui a servi les économies des pays en développement et pour aller vers un système plus juste, plus rémunérateur, plus de prospérité partagée entre les États qui effectivement peut développer des économies de certains pays, peut faire accéder des peuples à la promotion sociale et qui, d'une certaine façon, équilibre les relations nationales dans un respect mutuel des États, des peuples et des nations. Alors, dans le contexte géopolitique actuel, est-ce qu'il y a un retour, c'est la question de l'auditeur, vers les principes des États-nations? Bien et sûr. la préservation des États-nations. Bien sûr, on nous a... Plus que jamais. Tout à fait juste, l'auditeur a parfaitement raison, parce que de toute façon, on nous a seriné pendant maintenant une quarantaine d'années qu'il ne fallait plus parler d'État-nation, qu'il fallait se fondre dans des ensembles, mais parce que cela intéresse l'Occident. La globalisation. Bien sûr, la globalisation, la mondialisation, il ne faut pas parler en tant qu'État, parce que si on parle en tant qu'État, on peut, d'une certaine façon, défendre sa souveraineté, défendre l'indépendance de sa décision politique, défendre les intérêts économiques qui sont propres à chaque État. Et ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent des États affaiblis, qu'ils puissent, d'une certaine façon, spolier encore et davantage. Mais obligatoirement, on reviendra vers les États-nations. D'ailleurs, c'est le mot qui revient même en Europe, maintenant, puisque d'une certaine façon, l'Union européenne a échoué dans toutes ses tentatives, à part la monnaie qui d'ailleurs connaît quelques soubresauts, qui risque de le connaître encore davantage dans un proche avenir. Mais pour ce qui se construit ailleurs, les BRICS et Shanghai, et peut-être encore d'autres institutions à venir, c'est évidemment s'éloigner du système de Bretton Woods, ou en tout cas l'appeler, le contraindre à se réformer pour être une institution encore plus acceptable et plus juste dans les flux financiers internationaux. Alors, autre question de l'auditeur, ne pensez-vous pas que les nouvelles alliances géostratégiques qui se profilent à travers le monde sont en faveur des pays forts économiquement et militairement et que le reste des pays vont le subir et ne demeureront que les plus forts? Monsieur Saïd Ayachi. On serait tenté de dire c'est la loi de la nature, mais en fait, les pays forts dans de nouvelles configurations resteront des pays forts. Mais ce qu'il y a de nouveau, ce ne sont pas des pays forts qui veulent écraser des pays faibles. Ce sont des pays forts qui se disent « j'ai intérêt à développer des pays faibles pour qu'ils restent forts et avec lesquels je puisse développer une coopération gagnant-gagnant. Si le pays est faible, je ne gagnerai rien avec ces trucs-là. » C'est ce que fait la Chine, par exemple, avec beaucoup de succès à travers le monde. Et ce que ne fait pas l'Occident depuis 50 ans, peut-être même plus, lorsqu'il affaiblit des pays, qu'il les saigne davantage et qu'il les spolie de toutes les richesses pour après les asservir par une dette qu'il contracte auprès du Fonds monétaire international, auprès de la Banque mondiale. Et donc aujourd'hui, il faudra justement, d'une certaine façon, éviter ce scénario et revenir vers des pays qui sont capables de comprendre le principe de la prospérité partagée qui est la seule clé de l'avenir dans la construction de relations internationales équilibrées et mutuellement profitables à tous les pays. Alors, autre question de l'auditeur qui dit « Le Marzen et les sionistes sont unis car ils sont dans la même situation en ce qui concerne la violation des conventions internationales par rapport à la question, bien sûr, palestinienne et sahraoui en termes, bien sûr, de torture et spoliation des droits. » Monsieur Saïd Ayachi. Bien sûr. C'est ce qui les unit? C'est une superposition parfaite entre ce qui se passe en Palestine et ce qui se passe au Sahara occidental. Vous avez deux pays colonisateurs, deux États spoliateurs, deux États
oppresseur. Vous avez un mur en Cisjordanie, vous avez un mur au Sahara occidental. Vous avez des violations quotidiennes, massives en Cisjordanie avec des morts. Vous avez des violations quotidiennes et répétées au Sahara occidental avec des morts. Vous avez bien entendu un non-respect du droit international pour l'antitétionniste et un non-respect du droit international du Maroc, alors que toutes les résolutions des Nations Unies sont appellent aussi bien l'antitétionniste que le Royaume du Maroc au respect du droit international. Il y a des centaines de résolutions contre Israël. Il y a des dizaines de résolutions contre le Maroc, mais aucune n'est respectée. Et c'est là que se pose le problème de la contrainte et de l'impunité de ces États, parce qu'ils sont protégés, les uns par les États-Unis et les autres par la France, peut-être même les deux dans les deux cas. Et personne ne contraint Israël à arrêter de violer les droits internationaux et de tuer quotidiennement des Palestiniens, et personne ne contraint le Maroc à arrêter de violer les droits des Sahraouis qui manifestent pacifiquement et à se retirer d'un territoire qui n'est pas le leur, parce que tout simplement la France et les États-Unis, d'une certaine façon, défendent le régime marocain. Les médias occidentaux, ils ont une lourde responsabilité ou une grande responsabilité par rapport à ce qui se produit, puisqu'on en parle très peu. Il y a cette politique de deux poids, deux mesures. Quand c'est en Ukraine, c'est une surmédiatisation quand il s'agit des Palestiniens. Et on l'a vu avec, bien sûr, l'assassinat de Shirin Aqla. C'est motus, même principe pour le Sahara occidental, monsieur Saïd Ayachi. Bien entendu, bien entendu. Même les médias sont au service, bien sûr, des bailleurs de fonds. Les médias occidentaux sont une machine de guerre bien huilée, expérimentée. Nous l'avons vu comment ils le font, les frères, ils tentent d'accréditer des thèses qui les arrangent. Mais si l'antitétionniste tue des Palestiniens, on parle de Palestiniens victimes de l'antitétionniste, enfin de l'antitétionniste d'Israël, bien entendu. Et si le Maroc viole les droits de l'homme au Sahara occidental, personne n'en parle. Il y a un embargo médiatique ou une déformation de l'information elle-même qui sont, pour les uns et pour les autres, au profit de l'antitétionniste ou pour le régime marocain, en minimisant les choses, en dédramatisant les choses, pour justement ne pas attirer l'attention sur ce qui se passe en Cisjordanie ou au Sahara occidental. Mais c'est toute la stratégie des médias occidentaux qui maintenant se sont démasqués avec ce parti pris tout à fait incompréhensible et hystérique pendant la guerre de l'Ukraine, et qui, d'un autre côté, ne voit pas ce qui se passe au Sahara occidental, et encore moins en Cisjordanie, bien entendu, loin de la condamnation de l'antitétionniste et du régime marocain. Alors, l'Algérie est forte diplomatiquement et économiquement, mais doit construire un mur en béton pour renforcer le front interne et le rendre beaucoup plus solide et moins vulnérable à certaines mutations géopolitiques, puisque les guerres se passent aussi à l'interne. Monsieur Saïd Ayachi, votre commentaire par rapport à cette question de l'auditeur? Le front interne existe déjà. Le front interne existe, il n'est pas formel, mais informellement, il existe. Il est même très fort. Parce que nous l'avons hérité de la Révolution. L'unité populaire existe. L'intégrité territoriale est défendue par l'ANP et les services de sécurité. Ce qui est important de dire, c'est la vigilance. Il faut appeler à la vigilance. Il faut appeler de façon permanente de dire que l'Algérie est ciblée parce que précisément elle dérange, et surtout maintenant qu'elle est rentrée dans une offensive diplomatico-économique importante et qu'il devient membre non permanent du Conseil de sécurité et bien entendu toujours un élément pilote de l'Union africaine. Il faut toujours redoubler de vigilance. Il faut toujours ne pas minimiser, ne pas sous-estimer les dangers qui peuvent guetter l'Algérie, sans tomber dans l'alarmisme, bien entendu. Mais ceci dit, il faudra absolument que le front interne ou le front intérieur, on l'appelle comme on veut, puisse être d'une certaine façon réel et surtout opérationnel. Alors elle est ciblée, mais beaucoup de personnes ne le croient pas aujourd'hui. Il faut accentuer, renforcer la communication en direction des Algériens, notamment la communication institutionnelle. Monsieur Saïd Ayachi, rapidement sur la question. C'est le travail de nos médias.
On a parlé des médias occidentaux. Maintenant, nos médias qui, au demeurant, je félicite au passage, font un travail exceptionnel, mais peut-être encore un effort davantage. Il faudra communiquer, il faudra absolument que les gens se rendent compte qu'il y a un danger, sans, encore une fois, tomber dans l'alarmisme, mais en étant vigilant et en restant vigilant. Et un grand effort aussi des institutions. Monsieur Saïd Ayachi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. C'est moi Merci qui vous beaucoup. remercie. Bonne journée. Au À revoir. demain.